Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEM. Notre quotidien a été révolutionné par quelques innovateurs insulaires et nous allons leur dédier toute l'émission aujourd'hui. J'accueille donc de ce pas Célia, qui est là tous les jours, bien sûr. Avec qui, Célia, vous venez? Avec Emmanuel Pierre, le directeur de l'incubateur de Corse. Bonjour. Prenez place, je suis ravi de vous accueillir tous les deux. Ça va, Célia? Ça va très bien, merci. Ouais. Alors, vous l'avez dit, Luc, aujourd'hui, on fait une émission spéciale consacrée à l'innovation. Et donc, le chiffre, c'est 10, puisque depuis la saison dernière, on a reçu une dizaine de projets qui ont été soutenus et portés par l'incubateur. Alors, l'incubateur, c'est vous, sur le plateau, incarné par vous. On rappelle en quelques mots l'incubateur, ce que c'est quand même. L'incubateur, c'est d'abord une équipe au service de porteurs d'idées innovantes qui veulent s'engager dans un projet de création d'entreprise. Et nous sommes là pour les aider pendant tout le parcours avec une enveloppe financière qui provient de la collectivité territoriale de Corse et du ministère de la Recherche, de l'État donc. Et on les aide à concrétiser leurs projets et à démarrer leur entreprise innovante. Ce parcours, on l'a en image d'ailleurs, ça se passe comme ça concrètement. Voilà, ça commence, vous allez tout commenter. Donc, ça devrait arriver logiquement. Un parcours d'incubateur, ça devrait être ça. Bon, mais ça n'arrive pas. Ah, on me dit qu'on ne l'a pas, donc c'est pas bien grave. Continuez, donc Célia. Donc, vous le disiez, l'incubateur, ça va forcément de pair avec l'innovation. Alors, les projets qu'on a reçus, ils sont tous plus innovants les uns que les autres, toujours dans des domaines qui sont très différents. On a vu passer des ballons dirigeables, on a vu passer des panneaux acoustiques pour les avions, des cosmétiques bio, des logiciels de géolocalisation et d'urbanisme. Il y avait aussi des logiciels d'animation 3D ou alors des cours de musique à distance. Bref, j'en passe et des meilleurs. Autant de projets qui nous ont vraiment donné envie de faire cette rétrospective. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est un voyage dans le temps avec le premier projet qui a été soutenu par l'incubateur et qu'on a reçu dans l'émission. C'était eMusic School et c'était en novembre 2011. Alors, eMusic School, c'est avant tout une start-up avant d'être un site qui a été soutenu par Emmanuel Pierre avant d'être incubé en 2007 et d'être autonome en 2009. C'est une entreprise qui pèse aujourd'hui près d'1 million d'euros et pourtant, elle reste assez anonyme. Alors, 1 million d'euros. Quasiment, ouais. Je vais essayer de diviser le morceau le plus possible pour que l'élève puisse avoir toutes les infos nécessaires pour son travail. Donc on va commencer par le tout début, les quelques premières notes ou une première notion, essayer de rajouter quelque chose par-dessus, enchaîner avec ce qui s'est passé avant. Voilà, donc là on est en fait dans le premier boulot, c'est un script de tournage tout simplement. eMusic School, c'est donc la rencontre de la technique musicale et de l'informatique pour permettre aux élèves de suivre de l'enseignement à distance. Faut-il encore savoir évaluer son niveau et choisir ses cours? Vous suivez la progression qui a été imaginée en collaboration avec le professeur et l'équipe pédagogique de musique. Et finalement, pour arriver à faire ça, ce serait peut-être pas mieux d'avoir un vrai prof plutôt qu'un prof virtuel? Non. Ça, c'était la question qui fâche. Ouais. Alors, moi, j'ai un petit peu un élément de réponse, puisque depuis l'année dernière, le nombre d'abonnés a quasiment grimpé de 10 000 abonnés. Donc, je pense que c'est finalement assez efficace. Mais on peut poser la question à Roland. Oui, justement, il y a un des concepteurs de eMusic School qui n'est pas venu ici à Ajaccio, qui est resté de son côté à Bastia. Oui, parce qu'ils sont en Haute-Corse. Voilà, nous l'avons en duplex. Comment allez-vous? Très bien. J'imagine que ça va super. Dites-moi, les chiffres sont bons? Les chiffres sont assez bons, les indicateurs sont bons, oui. Donc, il faut le rappeler, eMusic School, c'est quand même une plateforme de e-learning où on va créer son compte, on va choisir un instrument et à son rythme, chez soi, on va apprendre. Mais on va apprendre pas avec n'importe qui, on va apprendre avec des pointures, avec des gens, des guitaristes par exemple comme Kezia Jones, Maxime Le Forestier ou alors encore comme musicien André Manoukian. Donc ça fait rêver et il va y avoir un suivi au fur et à mesure et donc eMusic School, ça marche. Bah oui, ça marche. Et vous avez des nouveaux d'ailleurs, des nouvelles guests, je crois, sur l'application.
Oui, il y a Maxime Le Forestier. Nous avons encore d'ici samedi trois nouveaux cours. Des cours de différents niveaux pour des jazzmen, pour des profs plus classiques, plus pour débutants. Donc on a un peu tout qui arrive. Puis on essaie d'aborder aussi d'autres instruments comme l'harmonica, des cuivres et il y a des choses assez bientôt j'espère des violons. Quoi. Oui, c'est un peu une opportunité du moment. Et aussi beaucoup de personnes et d'élèves qui nous demandaient aussi d'avoir un petit masterclass sur le ukulélé. Alors il y a des choses, donc, là j'ai le Ouais, site mais, sous les yeux, hein. ouais, mais justement, on est là pour faire le bilan, hein, un an après. Justement, qu'est-ce qui a changé entre ce sujet et on a vu 10 000 abonnés de plus. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui a changé? Oui, c'est assez extraordinaire, mais aussi c'est aussi en rapport avec l'équipe. Donc nous sommes 18 personnes. Ce qui a changé, c'est notre vision des choses, parce qu'on remet en question tout le temps notre pédagogie, on essaye de renforcer tous les points qui sont noirs ou qui pourraient, je dirais, avoir un petit bémol dans notre pédagogie. Donc pour cela, Paul, tous les jours, il nous propose de nouveaux cours qu'on met en ligne. Et de nouveaux instruments, de nouvelles techniques, etc. Moi, j'ai une info qui fera plaisir aux abonnés, c'est qu'avant, on devait choisir un instrument et on s'abonnait pour, je sais pas moi, pour la guitare. Aujourd'hui, il y a le modèle économique qui va évoluer et les abonnés auront accès à tous les cours de tous les instruments. Ah oui. Ça, c'est plutôt... C'est une fierté, non? C'est une grande fierté. C'est une vraie réussite pour le coup. Parce qu'au départ, c'était 2 personnes, donc Paul Cesare, dont vient de parler Roland, et Roland Pepe lui-même. Maintenant, c'est une équipe de 19 salariés, où la plupart des salariés sont à Bastia. C'est une offre qui s'est déployée, c'est une augmentation significative du nombre d'abonnés. Effectivement, c'est quelque chose de très appréciable. C'est une formidable réussite. On voit un petit peu partout d'ailleurs. Vous sponsorisez, on va à Music School sur des programmes. Ils ont parrainé un programme sur la TNT, donc on peut. Je sais pas si. Dites-moi, Roland, est-ce qu'il y a des Corses, est-ce qu'il y a d'autres abonnés que des Corses et des Français sur votre site? Est-ce que justement ils s'internationalisent? Dites-moi. Oui. Nous avons 95% d'élèves qui ne sont pas corses, même plus quoi. Sur les 26 000 abonnés qu'on a eu sur 5 ans, hein, bien entendu, il doit y avoir 1 millier de Corses. Voilà. Il y a des pages anglophones pour tout ce qui est cours avec Kezia Jones, par exemple. Donc c'est vraiment prévu pour l'international, si je puis dire. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le domaine des TIC, des technologies de l'information et de la communication sur la Corse, eMusic School fait office de leader un petit peu, puisque le projet non seulement était extrêmement innovant, mais en plus il marche. Puisque, ça prouve qu'avec l'innovation, on peut déparler de Corse et c'est pas du tout un handicap en fait. Exactement. En gros. Voilà, l'objet de l'émission, c'est ça. Et ça prouve qu'en orientant des crédits publics sur des dispositifs comme l'incubateur ou d'autres, on peut créer des entreprises à forte valeur ajoutée. Si on rapporte le coût de ce projet, par exemple, au nombre d'emplois, ça fait un coût à l'emploi qui est très j'allais dire faible. Au regard en plus de la qualité des emplois, qui sont des emplois principalement qualifiés, et dans une entreprise innovante, ce sont souvent des emplois pérennes. C'est quoi la prochaine étape, Roland? Dites-moi maintenant que tout vous réussit. Success story, c'est quoi? Tout réussit, c'est de pérenniser l'entreprise, parce que c'est pas toujours facile. Qui dit 18 personnes, c'est aussi beaucoup de charges sociales, Donc la prochaine étape, c'est pérenniser, changer le modèle économique. Ça, on y a travaillé d'arrache-pied jusqu'à aujourd'hui. Donc espérons que la mise en ligne se fera sans encombre. La mise en ligne se fera sans encombre. Ça veut dire quoi, pérenniser? Pas encore pérenne votre entreprise, là. Non, c'est-à-dire que nous changeons de modèle économique et nous changeons la physionomie du site, nous apportons deux nouvelles applications iPad et Android. Donc, c'est un peu toutes ces évolutions qui font que
toute la structure de l'offre change. Donc, Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour les gens qui sont intéressés, c'est que l'application eMusic School, elle est disponible en ligne sur tous les stores. Voilà, on peut pour les citer, soit sur Android, soit sur ce market-là, soit sur iTunes, pardon. Sur l'App Store. Oui, ça coûte combien toujours? Vous avez évolué, c'est plus cher maintenant qu'il y a plus de monde ou... Non, le prix n'a pas évolué. C'est combien donc? Dites-nous quand même. À 19,90. Un abonnement mensuel? C'est un abonnement mensuel, oui. Accès à tout? Qui vous donne accès à plus de 20 000 vidéos, 45 profs et 9 instruments différents. Sympa un cours avec André Manoukian à 14,90 €. Exactement. Non, c'est une vraie réussite. On est particulièrement fiers, nous aussi, parce que quelque part... je ne sais pas pourquoi, je prends un petit peu de la gloire de... la gloire de Roland. On les a vus passer. Bon, ben Roland, bonne continuation à vous. On se donne rendez-vous donc, quand la société sera vraiment pérenne. Donc, c'est quand, vous avez dit? Ces 2 prochaines années, je pense. Oui, encore 2 ans. Bon, rendez-vous dans 2 ans, comme on dit. Mais ce n'était pas la seule qu'on a reçue en plateau, bien sûr. Et alors, dans un tout autre domaine, dans le domaine du sport et des 2 roues, en l'occurrence, on avait vu il y a quelque temps Frédéric Velloutine avec une fameuse poignée ergonomique qui, en fait, ne se conduit pas avec pour les motos. Pour les motos. Pour les motos. Avec le mouvement tournant. Avec le mouvement, mais c'est une gâchette. Et c'est la gâchette qui va être une petite révolution et une vraie forme d'innovation, pardon. Donc ce que je vous propose de voir, c'était une petite rétrospective. Allez. Mettez votre main de l'autre côté, fermez-la, fermez votre poignet, non, lâchez les freins. Fermez votre main ici. Le concept enthousiasme, mais c'est difficile de persuader tous les utilisateurs. Pourtant, Frédéric Velloutine a des arguments pour convaincre. 15 ans dans les sports mécaniques, 2 titres de champion du monde des rallyes chez Peugeot Sport, puis Mitsubishi Motorsport, et des années de F1 chez Jaguar, devenu Red Bull Racing. Vraiment comme ça, où il faut vraiment que vous ayez le même niveau de blocage à droite et à gauche. Voilà. Je viens de ce milieu-là. Et effectivement, dans ce milieu-là, l'innovation est un peu l'ADN de base, c'est-à-dire qu'il faut en permanence chercher de nouvelles idées pour essayer d'être plus compétitif, d'être plus rapide, d'être plus performant. Grâce au système, le pilote conserve une parfaite symétrie du corps. Les poignets et les bras sont en alignement, il ne souffre pas des chocs. Désormais, le freinage et l'accélération prennent une autre dimension. Premièrement, c'est le 4e système au monde de poignée d'accélérateur. C'est-à-dire qu'il existe 3 systèmes dans le monde, avec celui-là-ci, c'est le 4e. Alors, les éléments principaux, c'est que la poignée est extrêmement sensible pour le dosage. Beaucoup plus sensible qu'une poignée tournante, par exemple. Parce que le poignet, quand on tourne avec le poignet, on est extrêmement puissant, mais on n'est pas sensible. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a recoupé avec des neurochirurgiens, c'est qu'on a énormément de sensibilité sur la poignée avec le pouce, parce qu'en fait, on a une grosse zone neuronale qui gère la sensibilité du pouce, et qui fait que donc on a une sensibilité extrêmement précise. C'est comme ça dans ce sens. Ah, la Qu'est-ce petite que vous boîte. touchez là? Qu'est-ce que vous touchez? On a la poignée, elle est là. Oui, parce que là, à l'époque, c'était l'an dernier, à quelle période? Je ne sais plus exactement. C'était au mois de mars. On était encore au concept. Oui. Maintenant, ça y Elle est. est là. Elle est sortie, la fameuse poignée magique. Avant que vous la touchiez, parce que je ne sais pas si vous a donné l'autorisation, on va quand même accueillir son créateur, Frédéric Velloutine. Je vais te chercher tout de suite. Bienvenue Frédéric. Un an après, prenez place entre le directeur de l'incubateur de Corse et Célia. On est ravis de vous retrouver à nouveau. Avec le sourire. Oui, tout à fait. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis un an. Il se passe toujours beaucoup de choses dans l'innovation. Il se passe toujours beaucoup de choses, oui, tout à fait. Ben, là, maintenant, on a les pièces définitives. À l'époque, on était sur du prototype. Oui. Et on a enfin refait complètement la poignée. On a retravaillé sur la version industrielle avec nos partenaires. Et là, voilà, aujourd'hui, on a les poignées qui sont commercialisées depuis janvier sur notre site internet et chez quelques revendeurs. Le site internet, on rappelle peut-être le nom. Innovelli.com. Innovelli. Voilà. Vous l'avez d'ailleurs, ouais. parce qu'effectivement, je vois le site sur l'iPad, là, c'est magnifique pour le coup. Vous faites rien dans la demi-mesure, vous. Rien laissé au hasard avec Frédéric. Disons que c'est un projet ambitieux et que c'est important de faire aussi un site à la mesure du produit. Et même avec ce site-là, c'est déjà difficile d'expliquer le concept à beaucoup de gens. Donc on essaie de trouver beaucoup de moyens, que ce soit par des vidéos, des animations, des commentaires, des témoignages, enfin pas mal de choses pour essayer d'expliquer. Car il est vrai que notre système est souvent confondu avec une poignée de gâchettes de quad, malheureusement. Et que peu de personnes arrivent à appréhender. Donc c'est vrai que je pense
on le verra. Il faut vraiment l'avoir dans les mains pour comprendre l'intérêt que ça a sur un véhicule. Oui, parce que l'ergonomie de la poignée est parfaitement adaptée au mouvement, à la fois l'appréhension, pour le freinage, tout est mis en avant. Voilà, sécurité, confort. Voilà, on a travaillé sur tous ces axes-là, c'est-à-dire dès le départ, on s'est dit, voilà, il faudra que le produit soit ergonomique, il faudra que le produit soit solide, fiable, performant, qu'il ait aussi un design intéressant et innovant pour qu'il donne envie. Et on a essayé d'intégrer tout ça, ce qui a pris beaucoup de temps, à mettre tout ça dans un seul produit pour qu'à la fin, on ait quelque chose qui soit extrêmement naturel. C'est-à-dire que vous le prenez dans la main, en 2 secondes, vous l'avez dans la main, c'est naturel. Sauf que ça fait ces 4 ans de développement et de galères souvent pour développer juste des petites parties qui n'étaient pas évidentes à mettre au point. Oui, c'est bien. Alors, aussi innovante soit la poignée. Les arguments, ils sont difficilement... j'allais dire, on peut difficilement les remettre en question. Et pourtant, le gros point noir, ça a été toujours de convaincre les gens. Donc, on a vu qu'on a fait un test l'année dernière avec quelqu'un devant France 3. Et on a essayé de refaire la même chose cette année pour voir si on arrive... Et ça n'a pas marché? Je ne sais pas, je vous laisse découvrir son image. Allez, regarde. Alors Jacques, convaincu ou pas par la gâchette? Oui, c'est très bien, franchement, très bonne prise en main, ça, on a de suite de bonnes sensations et niveau sensibilité, c'est super. C'est mieux ou pas que la moto classique? Je pense que ça peut être vraiment bien, mais au niveau de l'utilisation de tous les jours, c'est vraiment pas mal. Donc convaincu? Oui, très, ouais. Approuvé par Jacques Perelli, notre vidéo donc. Notre cobaye, le pauvre, est un petit peu timide et pourtant il lui a fallu montre en main 5 secondes pour réussir à gérer la gâchette. Oui, c'est ce qui nous a le plus étonné au début, c'est-à-dire que beaucoup de gens nous disaient, vous savez, moi je fais de la moto depuis 20 ans, je tourne la poignée comme ça. Et donc même nous on se disait, écoutez, commencez par étapes et tout, et en fait il faut 20 secondes pour le prendre en main. Donc c'est tellement naturel, en fait, le mouvement, c'est le mouvement naturel de fermeture de la main. Et c'est un mouvement qu'on a depuis qu'on prend un biberon, hein, je veux dire, depuis qu'on ferme sa main. Donc c'est beaucoup plus naturel, en fait, que de tordre le poignet. Et excusez-moi, mais oui. Est-ce qu'on peut adapter cette poignée pour du matériel agricole type débroussailleuse? C'est prévu. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, cette poignée n'a pas été brevetée à l'époque, Pierre-Emmanuel s'en souvient, n'a pas été brevetée comme unique accélérateur, mais peut être brevetée pour tout système que vous avez besoin de tenir fort et exercer une commande. Donc une débroussailleuse, une tronçonneuse, mais aussi des freins de vélo par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher vos freins de vélo à l'avant et de ne plus avoir vos doigts sur la poignée parce qu'ils sont sur les leviers, vous pouvez très bien garder vos doigts sur le levier et freiner latéralement. Voilà. Donc ça c'est la prochaine étape qu'on est en train de... Parce qu'il n'y a pas le frein là encore? C'est-à-dire, non, pour l'instant, il n'y a pas le frein. Non, pour l'instant, il n'y a pas le frein. Mais la prochaine étape, ça sera de mettre le frein aussi? Ça sera de mettre le frein. Non, alors, sur les vélos, c'est-à-dire, on ne peut pas faire l'accélérateur ou le frein. Mais on pourra utiliser le même concept pour faire des freins. Ou pour faire un embrayage. Donnez-moi cette, parce qu'effectivement, je sais que c'est un cadeau, hein, merci. Non, où est-ce qu'on peut la trouver, comme elle coûte? Alors, on a vu le site, combien ça coûte? Voilà, les 2 poignées coûtent 229,90 €. Elles sont en vente sur le site, essentiellement actuellement. Et on a quelques revendeurs, on commence à avoir des distributeurs en Allemagne. Là, on est justement dans la phase où on est en train de créer notre réseau de distribution, ce qui est paradoxalement assez compliqué, il faut faire connaître le produit et tout, mais on a de très bons résultats, on a déjà de très bons résultats parce qu'on communique par la compétition, on vient de gagner le rallye des Gazelles. Au bout de 3 mois de communication, de mise en vente du produit, on a gagné le rallye Gazelle. Et là aussi, on commence déjà à mettre en moto sur des rallyes. C'est la première fois en plus que c'était sur les... C'était sur quad. Rallye de Gazelle sur quad et rallye moto de l'Ain. Voilà, le rallye de moto de l'Ain. On a la première fois qu'un pilote, c'est un pilote corse qui est Mika Porco, qui roule très vite, qui a décidé de monter ça sur le rallye. Première participation, il a fait 3 scratchs sur les 6 premières spéciales. Je crois qu'il a adopté en 20 minutes d'ailleurs la poignée. Quoi. Voilà, mais parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pour tout le monde, c'est pour monsieur tout le monde, c'est pas pour gagner les rallyes, ça. Hein. Ah non, c'est-à-dire que nous on communique là-dessus parce qu'il y a la notion de performance, mais c'est effectivement pour tout le monde. Le marché. Et on voit que l'innovation est bonne,
il a fait le truc. Packaging. Mais vous continuez de l'accompagner pour essayer de le revendre parce que ça va être vendu aux États-Unis, dans le monde entier, j'imagine. Ah oui, voilà. oui, Est-ce l'ambition, que vous continuez ou pas? Alors, on continue à le faire de façon plutôt informelle, mais on continue systématiquement. On reste en contact avec tous nos anciens porteurs de projets. D'ailleurs, pour une autre raison, c'est parce que lorsqu'ils ont besoin de fonds pour prendre le relais de l'incubateur, c'est l'équipe de l'incubateur qui instruit les dossiers de demande d'aide à la DEC. Mais souvent, on reste encore pendant un certain temps l'unique interlocuteur de ces porteurs de projets. Il y a des difficultés pour avoir accès aux banques, donc oui, on les suit. Et est-ce qu'il y a de la protection intellectuelle? Parce que s'il y a un Américain ou un Chinois, tiens, allez hop, qui veut vous le copier? Alors, un Chinois, on peut rien contre les Chinois. La protection est très difficile. Par contre, celui-ci est breveté européen. Alors, c'est-à-dire breveté, c'est-à-dire on a le brevet. C'est-à-dire pas seulement il est déposé, on a le brevet, ce qui est le plus dur. On a le brevet européen et le brevet américain. Voilà. Maintenant, le brevet canadien et japonais sont en cours. Ça ne devrait pas trop mal se passer. Mais le brevet américain était aussi une grosse bataille, c'est très compliqué, mais par contre, une fois qu'on l'a, il est très difficile à attaquer. Parce que comme vous l'avez compris, l'ambition au jour d'aujourd'hui, c'est toujours de révolutionner l'ensemble des poignées d'accélérateur. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe en moto que la poignée d'accélérateur tournante, en moto-scooter. Et aujourd'hui, en Corse, on propose une autre alternative qui est beaucoup plus performante. Et vous l'avez vu avec votre collègue qui l'a essayé en 3 minutes. Il a adopté rapidement. Beaucoup plus sécure aussi? C'est beaucoup plus sécurisant que ça. Et pourtant, moteur émérite. Pourtant, moteur émérite. C'est pas quelqu'un qui il est déjà déjà conditionné. Je me souviens que l'an dernier, je vous avais dit on va retrouver un homme riche quand vous allez revenir, donc vous n'êtes toujours pas riche. A priori, non. Non, rendez-vous. Non, c'est compliqué. L'innovation, c'est compliqué. Riche de technologie. On va voir peut-être s'il y a une autre personne qui est devenue riche, parce qu'on en a reçu du monde. Vous avez 10 personnes. Il y en avait une autre aussi que vous donniez à mettre en avant, Célia. Alors, je ne sais pas s'il est riche, mais en tout cas, il avait fait preuve d'innovation et il avait relevé un défi, puisque tout partait d'un pari. C'est quelqu'un, Christophe Pétier, qui avait relevé le défi de faire du vin, mais avec des kiwis. Et pas avec du raisin. Je vous propose de regarder comment il arrive à faire ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que Christelle, elle a remarqué qu'il y avait plus de 2000 espèces de plantes en Corse et c'est un capital végétal qui est exceptionnel. Vous avez des espèces endémiques qui feraient se donner le plus grand laboratoire d'analyse. Et donc Christelle, qui est docteur en chimie, elle était consciente de ce potentiel. Donc elle a décidé de développer son entreprise en Balagne, puisque vous êtes balanine. Et bien sûr, l'incubateur l'a aidé à mener son projet à bien. Donc cette fameuse société Echedone et les cosmétiques Donae. Alors pour mieux comprendre les enjeux de ses travaux et de son entreprise, moi je vous propose de regarder un reportage et on en discute après. C'est perché dans le village de Belgodère que Christelle élabore ses élixirs. Distiller, mélanger, extraire les molécules, en vraie alchimiste, elle tente de trouver la formule de jouvence. On y ajoute un solvant polaire et ensuite on va analyser, une fois qu'on a évaporé le solvant, il va nous rester l'extrait. Bon, ça vous paraît compliqué, mais Christelle a découvert l'ingrédient qui rend belle, la fleur d'immortel. Pour le visage ou le corps, en crème ou en huile, elle a décidé d'intégrer la plante à toutes ses concoctions. Pour développer ses cosmétiques, Christelle s'entoure de femmes. Elle collabore étroitement avec les agricultrices balanines spécialisées dans la culture d'immortels. Les deux balanines et pure souche avancent donc ensemble pour faire obtenir un label aux huiles essentielles d'immortels Made in Cortiga. Bon, c'était pas le kiwi cru, mais c'était quoi ça d'ailleurs? C'était Echedone, ça? C'était Echedone, oui, effectivement. Autre innovation par Christelle Léandre. Alors là aussi, comme pour les kiwis, on valorise la ressource naturelle corse, mais là, c'est pour faire des produits cosmétiques bio. Et ça marche? Ah oui, un an après, ça marche très bien. Une gamme de 4 produits qu'elle commercialise. Vous connaissez des échecs? Alors oui. Alors pour certains, on qualifiera ça pour l'instant de retard à l'allumage. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le fait que ce soit des échecs ou pas. Mais on a eu un porteur de projet qui a arrêté en cours d'incubation pour des raisons personnelles. C'est les aléas des projets innovants. Voilà. On sait qu'à peu près il y a 7 entreprises sur 10 qui ne survivent pas 5 ans après leur création en général. Mais en passant à travers un dispositif comme un incubateur, ce taux est ramené à 3 ou 4 sur 10. Pardon. Alors pour faire un petit point sur les projets des uns et des autres, en ce qui concerne Christelle, elle avait pour objectif de faire obtenir un label à l'immortel
insulaire pour faire reconnaître l'immortelle corse comme étant endémique. Alors, juste pour la petite anecdote, il n'y a pas d'immortelle endémique, c'est les propriétés chimiques de l'immortelle qui pousse en Corse qui fait qu'elle est unique. Qu'elle est particulière. Voilà. Et pour Kiwi Cru, l'objectif, c'était d'essayer de diversifier les fruits avec lesquels on pouvait faire du vin autre que le raisin. Des clémentines crues, par exemple. Par exemple. Allez, par contre, on va partir vraiment dans l'innovation. C'est le bonus du jour. Le dernier né. Et oui, le dernier né de l'incubateur. Et oui, il y a des petits nouveaux parce que, alors pour les citer, il y avait Aérobage, Studio 20, le ballon lenticulaire de Paul Conil et d'autres. Eh bien, la relève est là aussi et la liste des projets innovants s'allonge. Donc le petit nouveau, c'est une application historique, c'est une application d'enseignement historique à destination des enfants. C'est adapté aux tablettes tactiles et ça s'appelle Clarisse et l'Holoquid. Je vous propose de regarder en quoi ça consiste. Salut, je m'appelle Clarisse. Salut, moi c'est Golo. Un jour, j'ai découvert l'Holoquid, une super invention de mon grand-père. Une machine qui contient toutes les connaissances pour découvrir le monde. C'est magique. Quand tu la touches, tu peux être téléporté là où tu veux. Et grâce à la Quido Énergie, tu peux même faire apparaître dans ta main les hologrammes du savoir pour tout comprendre. Génial, non? Mais pour ça, il faut dire le mot de passe Holoquido. On y va? Holoquido! Ça, c'est super, ça. Allez, je vais accueillir tout de suite un des concepteurs de cette application. Je vais le chercher. Il s'agit de Dominique Lanzalavi. Une vieille connaissance, d'ailleurs. Bonjour, Dominique. Ça va? Venez, prenez place. Là, c'est la place du bonus, oui. Vous êtes venu avec votre iPad. Oui. Parce que c'est une application que pour l'iPad, pas pour l'iPhone. Hein. Non, pour l'instant, oui, sur tablette numérique, surtout iPad pour l'instant. Voilà. Donc, c'est quoi alors? C'est quoi? Je crois que c'était un peu résumé dans ce teaser, enfin ce petit générique. Pourquoi vous êtes venu cette idée là de mettre en avant comme ça les sites, les monuments? En fait, l'idée vient pas de moi, elle vient des deux concepteurs, c'est Laetitia Martine et Jean-Marc Philippe qui avaient conçu ça. Au départ, c'était plutôt des dessins animés, voilà, sur Marseille notamment, ils avaient fait des monuments marseillais et ils voulaient présenter ces monuments historiques aux enfants. Voilà. Ils sont venus me voir parce qu'on se connaît depuis très longtemps, ses amis, et j'en ai parlé à un autre ami qui s'appelle Frédéric Pierrot, et qui m'a dit, mais plus tard, on pourrait même en faire une application iPad. Et puis finalement, l'application iPad est venue d'abord, et puis on a commencé à développer ça, et nous sommes allés trouver Emmanuel Pierre, voilà, un incubateur, et grâce à eux, on a pu faire, on dira, un pilote, ce que nous on appellerait un pilote, où il y a déjà 7 monuments quand même sur cette application. On voit comment ça marche? Oui. Montrez-nous un petit peu comment ça marche. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc c'est revisité encore une fois, parce que vous disiez que les monuments en Corse, finalement, on ne les connaissait pas, en gros. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse avant tout aux enfants. Hein, bon, mais c'est vrai que lorsqu'on le regarde, on peut se dire que même nous, adultes, on va connaître des monuments devant lesquels on passe tous les jours et qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, on ne connaît pas forcément leur histoire. Il y a Ajaccio et Bastia. On a Ajaccio et Bastia, on a commencé par Ajaccio et Bastia. Donc là, je vais passer cette petite introduction. Ici, on arrive sur un écran... Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, très bien. Donc on a des visites, un quiz, des jeux, je reviendrai sur ça plus tard. Si j'ouvre là, Holovisite, on arrive sur plusieurs monuments ajaxiens, la cathédrale d'Ajaccio par exemple, la place du Diamant. Je vais vous en montrer un, la maison Bonaparte, allez, je vais vous montrer la maison Bonaparte. Il faut comprendre que c'est né des deux préoccupations, puisque les deux créateurs ont fait des dessins, puisqu'il y en a un qui est dessinateur et l'autre qui écrit, et vous êtes aussi, entre autres, journaliste et historien. Donc c'était un petit peu... oui, c'était logique en fait. Voilà. C'est vrai qu'on est amis et qu'en fait il y a des compétences complémentaires. Frédéric Pierrot, lui, a pas mal travaillé dans l'animation aussi. Alors je vais vous passer un peu... Voilà. Donc on passe comme ça avec la main et on visite là, ici, la maison Bonaparte. Ce qu'on entend, la petite voix, effectivement, c'est la petite voix de l'application. Hein. Oui, c'est une petite fille, donc Clarisse, qui fait visiter les monuments. Et là, ce sont les armes. Qui sont reproduits à l'identique, vous voyez. Oui, on s'y croirait. Oui. Alors, je passe encore. C'est vachement bien. Moi, j'adore. Fidèle à la réalité. J'adore. La petite musique. Et donc on fait comme ça. Vous pensez il y a une particularité, c'est que l'application, en plus, elle est bilingue, français-corse, et vous allez développer aussi avec l'italien et l'anglais. Tout à fait, oui. Donc vous visez... On tenait d'abord au bilingue, donc là je vais revenir sur le menu pour vous montrer un autre monument après. On tenait au bilingue, et notamment, et ça peut intéresser aussi des touristes, donc on s'est dit qu'on allait faire l'anglais et l'italien.
peut-être un jour d'autres langues. Parce Voilà. que c'est pour l'histoire de nos petits insulaires et puis pour ceux Oui, aussi qui avant vont tout, c'est venir. destiné aux petits Corses, mais évidemment, ça peut inciter les petits touristes à aller visiter des monuments, les petits touristes. Mais pour l'instant, vous n'avez que, je dirais, Ajaccio et Bastia. On va voir un petit peu comment ça se passe du côté de Bastia. Regardez, en paper. Encore une petite animation. Écoutez plutôt. Bonjour les holocops. Clarisse, on est où là? On est sur la place Saint-Nicolas. C'est une des plus grandes places de France. Elle mesure 300 mètres de long sur 90 mètres de large. Elle porte le nom d'une ancienne chapelle qui a été détruite au 19e siècle lors des travaux d'agrandissement de la place. Et que peut-on y voir? On peut y découvrir un très joli kiosque à musique ainsi que 2 statues. Au sud de la place Saint-Nicolas, on peut voir cette statue en marbre de l'empereur Napoléon. C'est une œuvre du sculpteur florentin Lorenzo Bartolini. L'empereur y est représenté en toge romaine, couronné de laurier. Et qu'est-ce qu'il tient dans les mains? Les deux principales villes corse, je dirais, mais à l'avenir, on aimerait bien évidemment faire toute la Corse. Donc on cherchera d'autres financements pour faire d'autres villes, évidemment, Calvi, Corté, Porto Vecchio, Bonifacio. La Corse est riche en monuments, on peut arriver à 40 monuments. Combien ça coûte? On la trouve comment? Alors, ça va coûter à peu près dans les 3 €. Le prix va être décidé très bientôt et elle va arriver sur Apple Store, je pense, d'ici 3 semaines. Environ. Ah, 3 semaines? Oui, à peu près. 3 semaines, un mois. En tout cas, en courant du mois de juin, oui, on la lance. Parce que pour le moment, c'est exclusivement sur les tablettes. C'est exclusivement pour l'instant sur iPad. Après, on ira sur d'autres systèmes style Android, d'autres systèmes d'exploitation. D'autres tablettes, et puis peut-être un jour iPhone. Et justement, vous allez encore l'aider s'il veut aller, parce qu'apparemment c'est une question de prix, j'imagine, pour partir sur l'iPhone ou quoi. Là, le rôle de l'incubateur a principalement consisté à stabiliser le modèle économique, à essayer aussi avec une assistance juridique à mettre au point les relations qu'ils ont avec leurs auteurs, et à développer ce pilote. Effectivement, après, puisque nous avons des casquettes et on suit les porteurs de projets une fois qu'ils sont sortis d'incubation, on les aidera à lever les fonds nécessaires pour pouvoir développer sur d'autres systèmes d'exploitation.